Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger en co-animation à Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy. Hey, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ben oui. On est venu en vélo tellement qu'il fait beau. Il faut en profiter quand ça arrive la semaine. Hein? On essaie de trouver des petits temps dans la journée pour en profiter. C'est la gang de Vélocité qui serait content de m'entendre. Toi, t'es allé tourner du côté de Port-Cartier pour ton principal employeur, Cogeco TV, hier. On va en parler aujourd'hui d'ailleurs. Ton sujet, c'est le Forum citoyen. Hein? On a confirmé ce matin du côté de la ville de Port-Cartier qu'on va organiser une démarche de consultation citoyenne. C'est un peu dans la mouvance. On l'a vu à cette île il y a un peu plus d'un an. Là, on a fait un événement sur une fin de semaine, des plénières, ensuite un grand exposé là, dans un auditorium d'une école secondaire pour présenter les résultats. Du côté de Port-Cartier, ça va s'étaler un petit peu plus longtemps, donc on aura différentes activités qui vont se conclure par une présentation et une journée spéciale qui aura plus la forme d'un forum conventionnel. On essaie de voir une perspective à 5 ans pour ce que les entreprises, les organismes et les citoyens de la ville de Port-Cartier veulent comme développement, comme changement et comme bon coup pour leur ville de Port-Cartier. Donc, on s'entretiendra avec, évidemment, la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, qui sera en élection à l'automne prochain. On verra si elle sera toujours en place là pour la suite de ce forum. Sinon, également avec Mélanie Dumont, qui est agente de développement économique du côté de Développement économique Port-Cartier. Et du côté de cette île, le maire a bien aimé cette démarche d'un forum citoyen réalisé en avril 2016. D'ailleurs, ce soir, il y a une rencontre de suivi du forum d'avril 2016 et le maire sera avec nous pour lancer l'invitation vers 12h25, 12h30 sur nos ondes. Là. On parle avec Régent Porlier également du Centre d'amitié autochtone qui a une journée porte ouverte présentement. Les gens, si vous voulez y aller sur l'heure du midi, là c'est ouvert et il y a plein d'activités pour faire connaître les services du Centre amitié autochtone. Le maire se dit surpris dans l'entrevue qu'on va entendre ce midi du nombre d'Autochtones vivant sur le territoire de la ville de cette île et non pas à Ouachat, Maliotenam. Il y en a beaucoup, semble-t-il, à cette île. On va parler avec le maire aussi de la visite demain des gens de Thetford Mines, une délégation économique qui est chez nous. Et c'est incontournable, le projet Mine-Arnaud. Le maire nous rappelle ses inquiétudes qui seraient compatibles avec la réalisation du projet, selon lui. Donc, entrevue avec Régent Porlier vers 12h28 sur nos ondes. L'entrevue avec Violaine Doyle et Mélanie Dumont de Port-Cartier est en direct à 12h15. À 12h40, on recevra également en direct Ken Rock, qui est le directeur de la Société de développement économique de Ouachat Maliotenam. Un premier forum économique qui se déroule depuis hier. Des bons sujets à part ça. On parle des réussites des Autochtones dans le domaine économique. Je pense aux pêches, au tourisme dans une moindre proportion. Hier, il y avait un gala. On a rendu hommage à des entrepreneurs. Le jeune entrepreneur Innu de l'année, la femme d'affaires de l'année chez les Innu. Deux entreprises qui ont été honorées également. Alors, on va parler du contexte économique pour la communauté Innu. Dans le document, là, justement, dans son texte, Ken Rock, il mentionne qu'il y a 53% de chômage chez les Innu de Ouachat Maliotenam. J'étais un peu surpris même de cette statistique-là. On pouvait présumer que le taux de chômage était plus élevé chez les Innu que chez les non-autochtones à cette île, mais dans une telle proportion. En tout cas, on va en parler. Ken Rock est directeur de la Société de développement économique de Ouachat Maliotenam. Hier, en ouverture, il y a beaucoup été question des relations avec cette île, avec les gens de cette île pour la communauté, toute la relation économique entre les Sétiliens et les Innu, ici, chez nous. Donc, Ken Rock sera avec nous en direct. En fin d'émission Côte-Nord Attitude, on vous propose notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne. Il sera question des soumissions et des réclamations. Quelques rappels sur le fonctionnement. Donc, voilà, la chronique assurance sera diffusée vers 12h50. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Ben d'abord, le groupe Action Chômage Côte-Nord a discuté de la question du trou noir avec le ministre responsable du programme de l'assurance-emploi récemment. Action Chômage a profité du passage du ministre Jean-Yves Duclos sur la Côte-Nord pour discuter de solutions au drame humain causé par la période sans revenus que vivent chaque année les travailleurs saisonniers de la région entre la fin de leur prestation d'assurance-emploi et la reprise de la saison de travail dans les pêches et le tourisme. Par exemple. La directrice d'Action Chômage Côte-Nord, Lynn Sirois, a demandé au ministre Duclos de reconnaître le travail saisonnier à sa juste valeur. Il est essentiel à l'économie de la région. Selon Madame Sirois, ce ne sont pas de simples jobs d'été, mais les carrières de milliers de personnes de la Côte-Nord qui prennent la forme d'emplois saisonniers dans la foresterie, les pêcheries et le tourisme. Action Chômage Côte-Nord demande un système d'assurance-emploi adapté à la réalité économique pour les travailleurs saisonniers. Le ministre Duclos s'est montré attentif, mais n'a pris aucun engagement formel lors de la rencontre qui regroupait aussi des représentants des Premières Nations et de certains syndicats. Les 7 et 8 juin prochains, soit mercredi et jeudi, Sept-Îles accueille 8 personnes d'entreprises de Thetford Mines. Cette visite servira à tisser des liens avec des gens d'affaires locaux. La délégation visitera également le cégep de Sept-Îles, les installations de la Société portuaire et ferroviaire de Pointe-Noire ainsi que le port de Sept-Îles. On se rappellera qu'une délégation similaire, mais de Sept-Îles, s'était déplacée à Thetford Mines au mois de février dernier. Le président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux, Denis Mious, comprend mal les récentes critiques des maires et des préfets de la Côte-Nord concernant le manque de transparence dans la gestion du réseau. Il rappelle que les budgets, les décisions des administrateurs, les procès-verbaux et de nombreux documents sur la gestion du CIS Côte-Nord sont publiés sur Internet. Denis Mious estime que le réseau de la santé remplit bien sa mission, avec autant de services de proximité que par le passé. Le conseil d'administration du centre a bien adopté des mesures pour résorber un déficit de 7 millions de dollars, mais sans compromettre la qualité des services. Le président Denis Mious estime avoir bien justifié également le projet controversé OptiLab. Il remarque que la centralisation de la gestion s'effectue sans perte d'emploi dans les laboratoires de la Côte-Nord. La ville de Port-Cartier lance aujourd'hui une démarche forum citoyen. Elle s'associe à Développement économique Port-Cartier et à la Société du Plan Nord pour cette consultation auprès de la population. La démarche s'effectue en quelques étapes d'ici septembre. Le site internet forumcitoyenportcartier.com présente un état de situation sociale, écologique et économique. Un sondage, des rencontres avec des groupes ciblés et une réflexion spécifique avec les gens du secteur de Rivière-Pentecôte, sont prévus. La Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles a profité hier de la Journée mondiale de l'environnement pour lancer le Bottin vert, un nouvel outil de recherche en ligne. Le site bottinvert.sept-îles.ca permet de trouver rapidement les produits et services écologiques disponibles à Sept-Îles. Les entreprises et organismes offrant des produits écolos ou des services en environnement sont invités à s'inscrire au nouveau Bottin vert de la Corporation de protection de l'environnement. Le ministre Pierre Arcan a inauguré la nouvelle caserne de pompiers de Fermont et versé une aide financière de 5,2 millions de dollars pour 2 projets favorisant la réouverture de la mine du lac Bloom lors de son voyage dans le Nord hier. Le ministre des Ressources naturelles, de l'Énergie et du Plan Nord a visité les installations acquises par Champion Iron au lac Bloom. L'octroi permet la réalisation de 2 projets énergétiques à la mine de fer Bloom. Le premier projet vise le remplacement d'une chaudière vapeur contenant du mazout. Le deuxième projet consiste à la mise en place d'un convoyeur aérien destiné au transport du minerai. L'initiative permettra de réduire le nombre de voyages par camion. La subvention de Québec provient du Fonds vert du gouvernement. Le président directeur général de Champion Iron, Michael O'Keefe, précise que l'annonce s'inscrit dans un vaste plan pour rendre les installations plus performantes et énergivores. L'objectif est toujours de reprendre l'exploitation de l'ancienne mine de fer de Cliffs en 2018. Il y a le Centre Amitié autochtone de Sept-Îles qui propose aujourd'hui une journée porte ouverte en présence du maire Régent Porlier et des
chefs de plusieurs communautés Innu. La ville de Sept-Îles a signé un engagement mutuel avec ce centre qui est situé sur la rue Smith pour améliorer les services aux Autochtones en milieu urbain. Le Centre Amitié Autochtone de Sept-Îles propose différents services aux Inuits vivant hors réserve. C'est situé sur la rue Smith, près de Dequin, je pense, dans l'ancien salon funéraire. Donc, la journée porte ouverte, c'est aujourd'hui. Si vous voulez mieux connaître ce Centre Amitié Autochtone. Les spécialistes des bibites au Québec prédisent une abondance de mouches et d'insectes piqueurs cet été. Les inondations et l'abondance de zones humides au printemps favorisent l'éclosion d'insectes. La Côte-Nord ne sera pas épargnée, nous dit Christian Hébert, auteur principal du livre « Les insectes des arbres du Québec » publié jeudi. Dans la forêt de la Côte-Nord, il y a déjà beaucoup de mouches et de moustiques normalement. Mais cette année, avec les précipitations qu'on a eues, ce sont des insectes dont le stade larvaire se développe dans l'eau. Plus il y a d'eau, plus il y a d'habitat pour ces espèces-là. Mais cette année, il n'y a pas grand assèchement de possible. Les spécialistes des insectes s'intéressent beaucoup à la tordeuse du bourgeon de l'épinette qui cause des ravages à la forêt boréale et dérange l'industrie forestière. L'épidémie qui était surtout localisée sur la Côte-Nord l'an dernier se déplace vers la rive sud du Saint-Laurent, Charlevoix et Québec. On a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait un forum citoyen Port-Cartier mobilisé pour l'avenir. On en parle avec Violaine Doyle et Mélanie Dumont dans quelques instants. Attitude. Je pense que ma blonde me trompe. Elle est toujours partie au spa, dans des gros restaurants. Elle s'achète plein de choses qui doivent être hors de prix. Inquiète-toi donc pas. Ma blonde fait la même affaire depuis qu'elle connaît. Quoi? Pas toi aussi? Je dois t'avouer que je fais comme elle. Toujours de la nouveauté à 50%. Je t'avoue que c'est assez difficile de passer à côté. Salut Minou! Hey, regarde mes nouveaux achats. Une chance que Boutique Attraction est là avec ses offres à 50% de rabais. C'est comme ça qu'il s'appelle. Boutique Attraction. Quelle s'appelle, tu veux dire? Tellement facile à utiliser puis tellement bonne pour mon portefeuille. Tu devrais jeter un coup d'œil toi aussi. www.boutiqueattraction.com. Savourez chaque seconde de l'été. Tim Hortons vous sert à boire avec son givré aux vrais fruits. Une pleine portion de fruits et 2 nouvelles saveurs, petits fruits ou tropical. À seulement 1,99$, le petit format, c'est parfait pour se rendre au match de baseball, faire une bombe dans la piscine du voisin, rouler dans le nord ou faire un barbecue un beau dimanche après-midi. Allez vite chez Tim pour savourer un givré aux vrais fruits à 1,99$. Peu importe où le beau temps vous mène. Pour une durée limitée, taxe en su, petit format dans les saveurs sélectionnées seulement dans les restaurants participants. Les prix peuvent varier selon la région. C'est porte ouverte ce samedi chez Sept-Îles Toyota, entre 9h et 17h. Faites évaluer votre voiture. Profitez des promos en vigueur. Barbecue du marché Napoléon, jeux gonflables, tour de Celica modifié, lavoto, prix de présence, dont une nuitée au Château Arnaud. Et tous les dons amassés seront remis à Centraide Duplessis. On vous attend ce samedi chez Sept-Îles Toyota. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, ça doit être une recette gagnante, les forums citoyens, puisque on va en réaliser un du côté de Port-Cartier. Je vois sur le site Internet de la ville de Port-Cartier, d'ailleurs, là, qu'il y a déjà une belle identification. Forum citoyen Port-Cartier mobilisé pour l'avenir. Faut bien communiquer l'idée pour que les gens y participent et c'est ce qu'on fait du côté de Port-Cartier. On va rejoindre au bout du fil Mélanie Dumont, agente de développement économique du côté de développement économique Port-Cartier, ainsi que la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Premièrement, là, madame Dumont, là, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a décidé de se lancer dans une aventure de forum avec la mouvance? Là, on en a vu un à Sept-Îles dans les dernières années, puis on s'est dit, ça serait une bonne idée de faire ça à Port-Cartier? Moi, j'avais dans l'idée de faire quelque chose, un rassemblement, réunir les gens autour de nos enjeux. J'en ai discuté avec Madame Doyle en janvier, puis Madame Doyle avait envie d'un forum citoyen, donc nos idées se rejoignaient là-dessus. Madame Doyle, c'est pas un timing un peu particulier là de lancer ça maintenant quand il y aura des élections municipales à l'automne prochain? Peut-être là, que les gens autour du conseil vont changer beaucoup. Peut-être que les idées ou la vision du conseil sera différente à l'automne prochain. Alors, je vous dis que les gens qui seront les futures personnes autour de la table du conseil sont actuellement, moi la première, des citoyens. Alors, ils pourront s'exprimer lors de ce forum-là, mais lorsque Mélanie est venue présenter le projet au conseil de ville, on a eu un bel accueil sur cette idée-là, et je pense que en effet, ça pourrait au moins donner des pistes pour les gens à savoir c'est quoi nos prochains défis, quels sont les défis qui attendent
les conseillers, le conseil municipal au cours des 5 prochaines années. En tout cas, si on n'a pas d'idée, les citoyens pourraient nous en donner. De toute façon, ça va plus loin que l'idéologie politique, un forum comme ça. Absolument. C'est vraiment une vision de notre ville, de ce qu'on veut en faire, de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas encore. Oui. Celui de cette île, Mme Doyle, on a eu l'impression qu'il était beaucoup axé sur la qualité de vie, le côté social, peut-être aussi là, la recherche d'un équilibre entre environnement et économie. Est-ce que, parce que vous avez choisi le thème « Mobiliser pour l'avenir », on veut davantage parler d'économie chez vous? Non, je pense que Mélanie peut vous le confirmer. Les 3 volets sont là. Je la laisse s'exprimer. Ben nous aussi, là, on s'alignait vers le développement durable. Là, donc, on regarde le développement social, le développement économique et le développement environnemental aussi. Donc, c'est les 3 aspects qu'on va vouloir traiter. De quelle manière on va s'assurer de prendre le temps de traiter de ces 3-là et d'aller chercher le pouls de la population pour ces 3 caractéristiques-là? On a élaboré un site web avec, dans le fond, 3 portraits. Des portraits qui sortent des statistiques, des faits, mais des portraits aussi qui sont descriptifs. Là. Donc, les gens vont être amenés à commenter, on va le bonifier au fur et à mesure. Oui. C'est ça l'intérêt d'avoir un site web, c'est que c'est pas imprimé, donc on peut toujours l'améliorer. En plus, sur notre site web, on a fait un sondage là, qui va aller voir là, si les Port-Cartois se sentent bien chez eux, leur sentiment d'appartenance, leur engagement. C'est une première étape de priorité. Donc ça, c'est une première étape de rétroaction. Donc le site, les gens peuvent aller chercher de l'information, mais peuvent aussi s'exprimer? Ils vont pouvoir s'exprimer au travers du sondage, puis aussi sur notre page Facebook, là, plus libre à ce niveau-là. Et là, ça doit être en ligne depuis 8 heures ce matin parce qu'on avait mis un embargo sur l'information. C'est Forum citoyen Port-Cartier, là, tout ça d'une traite.com. Mais il y a un lien aussi là sur le site de la ville de Port-Cartier aussi pour aller vers ce site Forum citoyen. Effectivement, section sondage, calendrier, historique, puis ça va être en évolution ce site-là. Exactement. Même après, les résultats vont être sur le site, donc on va avoir d'affaires à faire notre suivi. Donc ça, c'est une première étape de 3. La deuxième, ça sera des rencontres ciblées en table ronde. C'est bien ça, vous allez cibler des acteurs importants dans la communauté pour venir échanger sur les mêmes sujets? Oui, ben des acteurs importants puis des acteurs de différentes provenances. Là. On a commencé ça la semaine passée. On est allé en secondaire 5 là, rencontrer les jeunes. OK. Donc, on les a fait jouer au maire et ils ont des très bonnes idées pour leur ville d'ici 5 ans. Donc, on y va avec les jeunes, avec les aînés, avec des gens d'affaires, des gens du communautaire, du culturel, du sportif. On va vraiment s'assurer d'aller piger dans chacune des strates de la société? Oui, c'est ça. Et la troisième étape là, qui va conclure un peu tout ça, ça sera vraiment comme un happening, un événement, une journée, une fin de semaine? On pense une fin de semaine, mais on n'est pas encore statué là-dessus, mais on pense oui un samedi probablement, puis peut-être un 5 à 7. Là. On veut faire ça en grande. Et ça sera au mois de septembre, c'est bien ça? Exactement. Madame Doyle, à chaque fois qu'il y a un exercice comme ça, et on avait posé la même question à cette île, c'est bien beau de vouloir sonder les gens, c'est bien beau de vouloir aller chercher les idées, les critiques, les idéaux, mais faut pas que ça reste sur une tablette. Comment on va s'assurer que ça soit pas juste un document de fait puis que ça soit tabletté puis qu'ensuite ça soit oublié là? C'est très important, vous avez raison. La suite du forum est sinon plus aussi importante, sinon plus importante que toute la dimension qui précède cet événement-là. Alors, on va se fier à la technique qu'on a utilisée pour notre politique des aînés là, pour MADA. Alors, il va y avoir un comité de pilotage qui va s'assurer qu'un plan d'action va suivre les orientations qui auront été ciblées comme des orientations prioritaires. Ensuite, ces gens-là vont déposer ce plan d'action-là, qui pourra être modifié également selon les responsabilités de chacun. Et il y aura ensuite un comité de suivi. Dans le cadre de MADA, c'est actuellement en place un comité de suivi qui va s'assurer que les actions qui ont été ciblées vont être réalisées. C'est possible qu'ils soient réalisés dans un temps différent de ce qu'on a proposé, mais qu'en bout de piste, tout ça soit réalisé et qu'on puisse à la fin faire un bilan de réalisation au bout des 5 ans. Dans le fond, regarder le portrait et dire, ben voici ce qu'on a été capable de réaliser.
certaines choses ont été réalisées autrement ou ont été reportées, mais on a quand même assuré le suivi de ce forum citoyen-là. Oui. Je trouve ça pertinent parce que dans le communiqué, on voit qu'il va y avoir une rencontre là avec les gens du secteur Pentecôte, qu'on prenne un petit peu le dossier puis les préoccupations des gens de Pentecôte à part. On va aller les rencontrer chez eux sur place. Est-ce que ça va être un peu comme une démarche parallèle avec Pentecôte, quoi? Parallèle qui va se rejoindre au bout parce que je crois que c'est deux endroits quand même différents avec des besoins, des enjeux différents. Donc, si on se connaît mieux, on va mieux se comprendre. Madame Doyle, il y a 3 partenaires dans cette aventure-là. Il y a la ville de Port-Cartier, évidemment, développement économique Port-Cartier, mais il y a aussi la Société du Plan Nord. Donc, le politique est impliqué dans cette démarche-là. Est-ce qu'on en profitera pour leur passer quelques messages? Je pense comme ça, là, de même, ça me passe par la tête, l'eau potable du côté de Pentecôte et le fameux quai municipal. En fait, non, c'est pas le rôle là, de la Société du Plan Nord à l'intérieur de ça. La Société du Plan Nord a été sollicitée pour soutenir un mouvement citoyen, un mouvement de réflexion sur ce qu'on est et ce qu'on veut devenir. Je pense qu'on n'a pas à répéter ces messages-là. Je pense que c'est très bien connu du monde politique, je vous dirais provincial. Je pense pas quand on parle à M. Arcan de Port-Cartier qu'il soit pas capable d'identifier qu'on a un problème d'eau potable à régler à Rivière-Pentecôte et qu'on a un quai municipal à mettre aux normes. Ça fait 4 ans qu'on le répète, en tout cas personnellement que je le répète, et je pense pas que ce soit méconnu. Je pense que c'est d'autres... Il n'y a pas une ancienne mairesse de Port-Cartier qui travaille pour lui à Québec, non? Ah ben oui, mais ça lui appartient de faire le travail de la façon dont elle veut le faire. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est connu et que il y a des raisons qui ne m'appartiennent pas de partager là, pour laquelle c'est pas encore réglé. Et je laisse à ce moment-là les politiciens réagir, mais ce que on vous dit, c'est que dans le cas de la Société du Plan Nord, le rôle que la Société du Plan Nord a eu et a encore là-dedans, c'est de vraiment soutenir un mouvement citoyen. Et à ce titre-là, ils l'ont fait comme ils l'ont soutenu également à cette île. Il y a toujours la question de l'argent. Combien ça coûte une démarche comme celle-ci pour les citoyens, pour les contribuables? On l'estime à 10 000 $. OK, donc pour l'ensemble du projet, que ce soit le site Internet, les plénières, l'événement du mois de septembre, la conclusion, l'étoffage du dossier, tout ça, c'est à peu près 10 000 $? Oui. Donc, on réussit quand même à s'en sortir à bon coup? Disons qu'on fait ça simplement à Port-Cartier, mais on réalise en mettant tout le monde la main à la pâte, réaliser des choses quand même... je vais dire assez exceptionnel, puis je considère que ça va être un événement exceptionnel. Oui, je vois dans l'historique là du site forumcitoyenportcartier.com qu'il y a déjà eu un événement du genre, un forum de réflexion en 2004, puis là on inscrit plein de réalisations depuis 2004. Ça fait que c'est pas inutile ce genre d'exercice-là. Absolument, et ça n'avait pas été fait avec autant, je vous dirais, d'apport de la communauté, des citoyens ordinaires. Ça avait été beaucoup fait par les politiciens qui étaient là à l'époque, les groupes socio-économiques, mais on parle vraiment ici d'une démarche citoyenne et c'est ce qui est nouveau et on espère vraiment s'enrichir de cette démarche-là. 2004, c'est M. Destroyaux qui était là, hein? Oui. Ah, donc ça recule quand même... plusieurs années. En 2004, ça semble si proche, mais c'est si loin en même temps. Donc, on rappelle, le site Internet, vous pouvez déjà y avoir accès depuis ce matin. Vous pouvez aller remplir le sondage. Donc, forum, www.forumcitoyen au singulier. Donc, CITOYEN, Port-Cartier, pas de trait d'union.com. Il y a la page Facebook également. Vous pouvez probablement avoir les liens soit sur la page Facebook de la ville de Port-Cartier ou sur le site de Internet de la ville de Port-Cartier. Il y aura également des tables rondes et un événement au mois de septembre prochain pour faire un petit résumé de tout ça. Et puis, si je peux me permettre, Tommy, une question à la mairesse avant de laisser cette entrevue là. Il y a toujours les gens de Place McCormick, Madame Doyle, là, qui nous contactent assez régulièrement. Ils espéreraient un petit effort supplémentaire de la part de la ville. On les soutient toujours du mieux qu'on peut, les gens qui vont devoir déménager à cause de l'érosion des berges chez vous? Absolument. Il y en a été question en commission permanente hier et les gens vont être contactés cette semaine là, par la greffière qui est la porte d'entrée à la ville de Port-Cartier pour les accompagner, vous l'avez dit, les accompagner le mieux possible dans une situation qu'on sait et qu'on reconnaît très difficile. Il semble que si on lui donnait des terrains à $1, là, ça les aiderait à planifier et à prendre leurs décisions. Est-ce qu'on regarde pour ça? Ce que je vais vous dire, c'est que les citoyens eux-mêmes vont être informés là,
de tout ce qui soutient la décision de la ville, parce qu'on n'est pas je vous dirais qu'on n'est pas les premiers concernés. Hein. C'est le ministère de la Sécurité civile qui a des cadres d'intervention que nous devons respecter. Nous arrivons en support aux citoyens, nous arrivons en troisième intervention. Il y a d'abord le ministère de la Sécurité civile, il y a ensuite les citoyens qui doivent faire un choix, puis ensuite la municipalité qui doit réagir par rapport aux choix que les citoyens auront à faire. Alors, il faut vraiment remettre le rôle de chacun dans son cadre et aussi mais les citoyens vont être informés cette semaine là, de tous ces éléments-là. Donc, gardez vos téléphones très près. Il sonnera cette semaine pour plus d'informations dans ce dossier. Violaine Doyle, mairesse de Port-Cartier, ainsi que Mélanie Dumont, agente de développement économique du côté de Développement économique Port-Cartier. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir, messieurs. Merci. Et Tommy, tu sais qu'à Sept-Îles, on est rendu à l'étape du suivi du Forum citoyen. Ouais, il y a une rencontre ce soir. Le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, est avec nous pour lancer l'invitation et aborder d'autres sujets, dont Mine Arnaud, dans quelques instants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bonjour, je suis Carole Bérubé de Sept-Îles Embellissement Nutrit Côte-Nord. J'ai décidé de venir faire affaire avec la radio parce qu'on m'a abordé puis on m'a proposé un très beau concept que je trouve merveilleux. Je trouve que c'est très, très profitable pour notre compagnie. C'est très rapide et puis on entend souvent notre nom revenir. Je trouve ça merveilleux de voir le nombre d'appels puis même le monde autour de moi qui m'en parle, là, qui me disent « Oh mon Dieu, on t'a entendu à la radio. » Ben, ça a une très, très bonne impact. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On vient de parler avec la mairesse de Port-Cartier qui nous annonce qu'elle organise un forum citoyen du côté de Port-Cartier. Ce soir, à Sept-Îles, il y a une rencontre pour le suivi du forum de citoyens qui a eu lieu en avril l'an dernier du côté de Sept-Îles. On en parle un petit peu avec le maire. Bonjour, Régent Porlier. Oui, bon matin. Donc, le forum citoyen, on va donner un suivi. C'est quand même, on peut le dire aux gens de Port-Cartier, quoi. C'est un exercice qui a valu la peine à Sept-Îles, là. Absolument, absolument. Écoute, d'abord, on avait plusieurs raisons de le faire, ce forum-là. Puis, de plus en plus, je pense que dans les municipalités, de façon générale, on est conscient de l'importance de mettre la population dans le coup à travers nos différents enjeux. C'est payant de le faire. C'est beaucoup plus, comment je dirais, d'abord, c'est d'être proactif, parce souviens-toi, on avait voté des orientations stratégiques à la ville, puis là, on se disait, quelque part, il faudrait bien les faire valider ça par nos gens. Ce qu'on a fait à travers le forum citoyen. Puis il y avait différents enjeux autour de nous aussi là qui étaient pour lesquels les citoyens pouvaient se sentir interpellés. La fameuse stratégie, la Société du Grand Nord, la stratégie maritime. Puis aussi, on avait fait un espace pour la communauté Innu à travers cet exercice-là. C'est la communauté qui est juste à côté de nous, puis avec laquelle on cohabite. Ils ont des enjeux eux autres aussi. Puis il y avait une occasion de venir les exprimer. Donc en tout cas, je pense que ça s'est avéré être un exercice fort intéressant. Puis aujourd'hui, on est rendu à l'étape de faire un bon suivi avec notre population. Est-ce que c'était pas un peu large comme réflexion? On parle de développement et de qualité de vie. On pouvait toucher à tous les secteurs d'activité à cette île, là, quand même, dans le cadre d'un forum comme ça, là. Oui, mais on y est pas. Oui, large, mais en même temps, ce qui ressemble tout ça, c'est la qualité de vie. La qualité de vie pour laquelle d'abord on était accompagné par des gens là qui connaissaient bien ça, puis qui avaient été chercher leur référence un peu partout ailleurs qu'est-ce qui s'était fait au Québec. Puis la qualité de vie, on parle d'environnement, on parle d'économie, du coût de la vie, des loisirs, la culture, la sécurité. Mais il y a 9 éléments qui avaient été répertoriés, sur lesquels on s'est penché tout le monde ensemble pendant 2 jours. Ça veut dire même si c'est des choses qu'on travaille déjà de différentes façons, mais ce qu'on venait chercher avec la consultation citoyenne, c'est un peu une validation. Est-ce que vous pensez qu'on est dans les bonnes directions dans ce qu'on fait? Avez-vous des idées, des préoccupations? Puis c'est vraiment ce qui est ressorti
des 2 jours. Écoute, on avait répertorié quand même 587 actions, si on peut dire ainsi. Naturellement, elles ne nous concernaient pas toutes ces actions-là parce que la ville n'est pas responsable de tout, mais l'exercice c'était justement de faire un tri dans tout ça, de recentrer, de regarder qu'est-ce qui touchait plus particulièrement la ville et son conseil municipal. Avec autant d'actions, le suivi est pas facile non plus. Là. Il y a quand même un comité qui essaye de prendre des résolutions des sujets qui ont été abordés lors du forum de citoyens et des pousser vers la ville, vers des ministères, vers des solutions finalement. Oui, c'est pas non. Quand tu dis que c'est pas si facile, au contraire, il n'y a pas sorti rien de ce forum-là qui était, je dirais, qui avait pas de sens. On peut parler de la sécurité, par exemple. Les gens nous ont ramené à des choses aussi importantes que la route 138. La route 138 qui est exécrable à bien des endroits, là, on le sait tout le monde. Mais la ville, n'est pas directement responsable de la route 138. Par contre, on a fait des interventions, puis ça nous a quand même porté une attention particulière. Puis on a engagé certaines démarches, puis qui portent fruit. On peut penser juste aux accotements pour la piste cyclable. Il y a des bouts qu'il n'y en a même pas. Il y a des représentations qui ont été faites, puis on a eu des confirmations qu'il y a des bouts qui allaient être faits. On nous dit cette année. C'est très varié, mais c'est pas que c'est difficile, c'est pas que c'est si compliqué, mais c'est de s'assurer qu'on travaille sur les bonnes choses finalement. Puis il y a rien, comme je dis, il y a rien qui est tiré des nœuds là-dedans. Là. Tout est adressable. On peut travailler sur chacun des éléments de la qualité de vie. D'ailleurs, on le faisait déjà pas mal, mais on vient se faire confirmer par la population si on est dans les bonnes directions. Ouais. La rencontre de suivi, c'est à l'auditorium du Cégep de Sept-Îles ce soir à 19h. Il y a différents rapports là sur l'ensemble des recommandations du Forum citoyen d'avril 2016 qui vont être faites. C'est quand même une journée chargée pour le maire. Il y a aussi une rencontre avec les chefs autochtones ce qui pourrait prendre la forme là, d'une porte ouverte, le Centre Amitié autochtone de Sept-Îles. C'est vraiment pour les Inuits hors réserve, donc ce sont des citoyens de Sept-Îles. Il y en a pas mal des Inuits qui vivent sur le territoire de la ville et non pas sur le territoire de Ouachat. Hein? Écoute, c'est impressionnant. Quand j'ai discuté avec Jonathan, le nouveau directeur du Centre d'amitié, je suis resté surpris du nombre d'Autochtones qui étaient à l'extérieur de la communauté, comme tu dis, Ouachat-Mayotanam. Mais c'est facile à comprendre. On a des gens un peu partout sur la côte qui viennent à cette île pour différentes raisons. Souvent, c'est parce que la famille est là. Ils viennent s'installer pour les services, probablement. À cette île, on a quand même une bonne brochette de services. Mais avec le temps, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus puis qui sont encore là. Donc, c'est une portion de la communauté qu'il faut pas oublier. Puis le Centre d'amitié, c'est son rôle. C'est son rôle de faire valoir les intérêts de ces gens-là. Il était grand temps qu'on prenne contact avec eux. On l'a fait d'abord par le biais des rencontres provinciales à travers l'UMQ. Je me suis déplacé l'an passé là, du côté de la TUC dans un premier temps. Ensuite, on a Mme Odette qui m'a remplacé dans une rencontre du côté de Rouyn-Noranda. C'est des endroits où les communautés autochtones sont très présentes, un peu comme chez nous. Il y a une volonté provinciale de resserrer les liens avec les communautés autochtones. Puis je suis bien heureux de ça. Puis de notre côté, l'an prochain, c'est nous qui allons accueillir à cette île cette fameuse rencontre-là des communautés autochtones et non autochtones pour un genre de petit sommet probablement de 2 jours. Et on travaille là-dessus, mais la première chose, le concret, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est bien beau la théorie, là, on peut parler longtemps de toutes comment est-ce que c'est important vivre les communautés ensemble, mais la réalité, c'est sur le terrain, c'est d'aller les rencontrer. Est-ce que vous êtes satisfait comme maire? Je me souviens que quand Régent Paulier était assermenté, le chef était présent. C'était quand même une première là où à cette île, on avait le chef et le maire là, lors de la sermentation. Ça a été fait, je pense, de part et d'autre. Est-ce que tu es satisfait de l'harmonie ou des rapprochements qui ont pu se créer dans les dernières années là avec la communauté Innu? C'est sûr que je suis satisfait, mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. Il y a des belles initiatives aussi qui nous viennent par le côté. On peut penser au marathon Mamou là, organisé par Roger Vachon. Où est-ce que justement les communautés se mêlent? Au niveau de la culture, il y a plusieurs belles initiatives. Le festival Innu Nikamu, un beau festival où de plus en plus il y a de non-autochtones qui participent aussi à la programmation. Il y a des belles choses qui se passent, mais on pourrait encore faire davantage. Mais c'est le temps qui fait les choses aussi parfois, parce qu'on sait qu'il y a quand même des choses
il y a des enjeux importants du côté de la communauté autochtone et il faut respecter ça, il faut aller à leur rythme, mais il faut prendre le temps, mais il faut surtout ouvrir les portes et aller à leur rencontre. Puis c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, d'aller à leur rencontre, puis je pense que c'est comme tu l'exprimais, c'est des portes ouvertes. Moi, j'invite les gens à faire ces liens-là avec la communauté autochtone. C'est nos voisins de toujours, ça sera toujours nos voisins. Puis plus ces gens-là vont pouvoir exprimer leurs choses, plus qu'ils vont s'épanouir, mieux on va être de façon globale. Moi, je suis extrêmement fier toutes les fois qu'ils ont quelque chose à célébrer dans leur communauté. Je suis allé tout récemment, la première femme Innu qui est médecin à cette île. Il célébrait cet événement. Madame Cormier. Oui, exactement. Mais ils célébraient ça, puis on a raison de célébrer avec eux. Puis je suis très heureux pour la communauté. À chaque fois qu'il y a un bon coup pour eux, quelque part, on se rapproche un petit peu plus. Faut fêter ça avec eux. Puis moi, je pense qu'on a un bel avenir ensemble, mais il faut tout simplement prendre le temps puis y aller à la rencontre, comme je le disais. Le maire de cette île reçoit son homologue de Thetford Mines demain, le maire de Thetford qui sera à cette île. Je pense qu'il y a une délégation. C'est un peu en lien avec la visite économique que vous avez faite sur place à Thetford Mines, là, pour voir comment on a réussi à diversifier l'économie là-bas. Oui, c'est un peu le retour de l'ascenseur. Mais il y avait deux objectifs. Lorsqu'on était allé du côté de Thetford, oui, avec des gens d'affaires, 4 ou 5 entrepreneurs, Développement économique avait organisé des rencontres avec des entrepreneurs de là-bas. On allait voir aussi un peu toute l'organisation, le fameux espace entrepreneurial qu'ils ont mis en place, puis qui donne une synergie assez incroyable. Je pense que tout le monde a été impressionné par comment sont installés là-bas, le setup, ça, je peux m'exprimer ici. Et au-delà de ça, il y a des liens d'entrepreneurs qui se sont faits, des partenariats. Je sais qu'il y a encore des entrepreneurs qui se parlent depuis la visite. Donc, ça amène, il y a un potentiel autour de ça. Moi, je crois beaucoup dans les partenariats. Maintenant, c'est le retour de l'ascenseur. C'est à leur tour à débarquer ici. Alors, c'est les gens de développement économique qui organisent toute la chose. Je ne sais pas à ce moment-ci, combien d'entrepreneurs. Mon homologue doit être là, effectivement, le maire de Thetford, qui a une vision de l'économie qui est fort intéressante, là, qui ont travaillé fort, qui ont développé, qui ont sorti un peu des paradigmes, puis qui réussissent très bien. Donc, on a beaucoup, je pense qu'on peut apprendre de tout ça, à la hauteur de ce qui est notre propre réalité, mais ça va être une belle rencontre, comme ça l'a été lorsqu'on est allé à Thetford, je suis convaincu. Oui. Et parlant d'économie, il y a quand même 2 projets qui sont attendus, là, les annonces dans les prochaines semaines. Le ministre Arcan était dans le Nord hier, il a encore visité les installations de Champion pour une réouverture de la mine du lac Bloom. La semaine dernière, ce sont des gens du collectif, le milieu des affaires, qui poussent encore très très fort pour obtenir Mine Arnaud à cette île. Il semble qu'il va y avoir une annonce dans les prochaines semaines. Pour le maire, il manque encore une étape, avant d'aller vers les emplois de Mine Arnaud, là. C'est de vraiment rassurer la population et de répondre à certaines inquiétudes. Il faudrait qu'elle se fasse cette étape-là. Écoute, ce qui manque, c'est pas compliqué. C'est un investisseur intéressé et sérieux. Et c'est ce à quoi le gouvernement travaille depuis un bon moment. Et je le dis, je le répète depuis le début. Je suis convaincu que lorsque les conditions pour économiques vont être au rendez-vous, il y aura un investisseur qui va se présenter. Je sais qu'il y a des tractations avec le gouvernement. Même si on essayerait, je le dis depuis le début, même si on essayerait de tirer sur la plante pour qu'elle sorte plus vite, il faut que les conditions économiques soient au rendez-vous pour qu'il y ait un investisseur intéressé. Pour le reste, du côté de la ville, puis on avait rencontré les gens de Mine Arnaud, on a des préoccupations, mais c'est pas des préoccupations qui sont irréalistes. D'ailleurs, lorsque j'avais rencontré M. Lafontaine, le directeur de Mine Arnaud, il convenait avec moi qu'il n'y avait rien là-dedans dans tout ça qui était inatteignable, mais c'est juste qu'il faut s'y pencher. Puis on attend toujours le retour du côté de Mine Arnaud pour adresser ces trois choses-là qu'on les a présentées. Comme je l'ai dit, là, il n'est pas sorti de mon bureau défrisé. Là, il comprenait très bien qu'on avait des préoccupations légitimes pour toute municipalité qui reçoit un projet de cette envergure-là. Puis sur lesquels, j'imagine, il doit réfléchir puis commencer à regarder comment on va reprendre tout ça. Donc, ce qui va faire la différence, c'est pas le nombre de représentations qu'on va faire à Québec, à mon avis, c'est vraiment plus lorsque les
les éléments économiques vont être au rendez-vous. En affaires, lorsqu'il y a de l'argent à faire, il y a des gens qui se pointent normalement. Puis le gouvernement se charge de faire des représentations auprès d'éventuels investisseurs. Puis je sais qu'ils les font. Ça fait que si les conditions sont au rendez-vous, l'investisseur le sera aussi. Puis je suis convaincu qu'à ce moment-là, on l'a toujours dit qu'on allait accompagner ce projet-là pour le meilleur de la population. À ce moment-là, on sera assis à régler les petites préoccupations qu'on a exprimées. Eh bien, Régent Parlier, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à toi. Bonne journée. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Le camion plein à craquer de portes et fenêtres laissées au prix du manufacturier est de retour chez Ronan Sept-Îles au 164 Napoléon de jeudi à samedi seulement. De plus, de jeudi à samedi, on paie l'équivalent des taxes chez Rona Bois de construction de Sept-Îles et Port-Cartier sur la peinture et teinture extérieure Sico, les portes et fenêtres La Flamme, le revêtement de vinyle extérieur Mitten en commande spéciale et les bardeaux de toiture BP en stock. Venez en profiter. 70%? 70%. 70%? Oui, 70% sur une vaste majorité de lunettes en stock. La clinique d'optométrie Les Mérillons, anciennement les Barniques de Joséphine, liquide une partie de son inventaire pour faire place à ces nouveaux modèles de lunettes récemment arrivés. Apportez votre prescription ou prenez rendez-vous pour un examen de la vue et profitez de cette chance de vous offrir des lunettes à petit prix. Cette promotion prend fin le 30 juin 2017. Clinique d'optométrie Les Mérillons, 648 Boulevard L'Or, 960 2425. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Tommy, on va parler maintenant du premier forum économique de Ouachate-Macmaliotenam. Ça se déroule depuis hier, ça se poursuit avec les conclusions cet après-midi. Pour nous en parler, le directeur de la Société de développement économique de Ouachate-Maliotenam, Ken Rock, bonjour. Oui. Bravo, une belle programmation, hein, je regarde ça, là, c'est quand même un programme assez chargé depuis hier. On est dans la réflexion, mais dans les vrais dossiers économiques aussi. On a parlé entre autres des relations avec Sept-Îles. Ce matin, on parlait des pêcheries, c'est un beau secteur de réussite. Hier, il y avait un gala, on a rendu hommage à des entrepreneurs autochtones également. Il y avait beaucoup de matière à réflexion. C'était le temps qu'on se décide d'organiser un forum économique à Ouachate? Ben certainement, sauf que je suis en poste depuis l'été passé. Ouais, seulement, c'est ça. fait que non, mais ça allait de l'avant. Il fallait absolument qu'on aille de l'avant par rapport à ça, dans le sens que nous, à la SDUM, avec la nouvelle gouvernance qu'on a mis en place l'année passée en collaboration avec le Inotwagan Ouachate-Maliotenam, je pense qu'on arrivait à un moment où c'était le moment d'organiser une activité comme ça pour essayer de voir un peu. Essayer d'orienter un petit peu les travaux que nous on va entreprendre dans le futur, essayer de dégager des orientations avec les entrepreneurs qui étaient en grand nombre hier, qui ont participé en grand nombre, qui sont encore là aujourd'hui, des membres de la communauté. C'est un exercice qui est important parce que, quant à moi, on est au départ au niveau de la SDUM. Là, il y a un nouveau départ pour le développement économique de Ouachate-Maliotenam. On a toujours tendance à comparer avec ce qu'on connaît. Ici, à cette île, on a à la fois une chambre de commerce puis une corporation qui s'appelle Développement économique. Vous autres, la SDE, vous faites un peu les deux, quoi? Vous regroupez à la fois les gens d'affaires, puis vous avez une certaine dépendance au conseil de vente des tours. Justement, c'est un beau parallèle, c'est un bel exemple à amener parce que il y a des débats dans la communauté, puis certains voudraient qu'on soit strictement une chambre de commerce au support des entreprises de la communauté, alors que d'autres disent que non. Puis les élus, un peu dans ce sens-là, disent que nous, on doit jouer un rôle au niveau du développement économique. Nous, on doit participer, on doit développer, on développe des partenariats. Fait que oui, il y a des entrepreneurs de la communauté, on doit offrir des services, mais nous-mêmes, on doit être partenaires. D'ailleurs, on a des partenariats. À titre d'exemple, le projet du lac Bloom qui va recommencer bientôt. On a des partenariats qui nous amènent, nous, à la SDUM, des retombées quand même assez positives, des bénéfices financiers, de l'emploi qui est créé. Faut savoir que le mandat du développement économique à Ouachate-Macmaliotenam
a été donné à la SDEUM par le conseil de bande, par Inuit-Ojibwe Uashat Maliotenam. Et dans ce cadre-là, nous, comme je le disais, on supporte les entreprises de la communauté, mais on fait aussi du développement économique. Et c'est un monde en évolution, hein. Si on se rapporte, quand toi t'étais jeune, Ken, des entreprises autochtones à cette île, c'était rare, là. Aujourd'hui, il y a des belles réussites. Moi, je pense toujours aux pêcheries, là, parce que je connais bien Wapan et d'autres entreprises, les gens de Chipec à Mingan, qui ont même acheté, qui s'occupent de transformation, de commercialisation avec la poissonnerie Fortier qu'on a acheté. Hier, on a rendu hommage à Chitouche Électrique, je pense, dans le domaine de la construction. Tommy le mentionnait avant l'entrevue. Il y a quand même des secteurs où vous êtes fort, vous êtes bon dans l'économie. Quand on regarde le milieu de la construction, moi, je me rappelle, étant plus jeune dans la communauté, quand c'était le temps de construire les maisons de la communauté, c'était des entreprises de l'extérieur qui venaient présenter des prix puis qui négociaient avec le conseil, des entreprises comme à l'époque, moi j'ai vu des Leclerc et Pelletier dans la communauté. Éventuellement, ces entreprises-là ont fait des partenariats avec des entrepreneurs de la communauté. Et aujourd'hui, quand on regarde la construction d'une maison dans la communauté, c'est 100% Inuit au niveau, que ce soit de l'électricité, que ce soit au niveau de la construction, que ce soit au niveau du béton, que ce soit au niveau de la plomberie, au niveau de l'ébénisterie. Maintenant, c'est 100% autochtone, c'est clair. Et toutes des business différentes aussi, là. On commence à avoir une multitude d'entreprises. Regardez, à Uashat Maliotenam, on n'est pas loin de 70 entreprises propriété des membres de la communauté. C'est assez dynamique. Est-ce que c'est des structures différentes quand on parle d'une entreprise Inuit, là? Souvent, on a le modèle québécois d'un homme d'affaires à la tête, là. Dans votre cas, c'est pas le conseil de bande qui vient gérer les entreprises non plus, non, là. Ce sont des entrepreneurs, des membres de la communauté qui sont des hommes d'affaires au même type que les hommes d'affaires ici à cette île. Le business, c'est le business, hein. Il y a une seule façon d'opérer, c'est de générer des revenus et de gérer ses dépenses et à partir de là, de faire des revenus, des profits. Qu'on soit dans la communauté à l'extérieur, c'est la même chose. Et on voit même la répercussion que ça a dans la communauté sétilienne au grand complet. On en voit de plus en plus là, des entrepreneurs. Ils travaillent pas juste sur la communauté, ils travaillent partout dans la région. Ça, c'est le défi. Parce que quand on regarde les entreprises de la communauté, dans la communauté, il y a une activité économique, construction de maisons, mais toutes nos entreprises pourraient pas vivre strictement de ce qui est généré comme activité économique dans la communauté. De là, le défi de dire, d'encourager nos entreprises à aller vers l'extérieur, à aller chercher des opportunités. Hier, on avait Luc Dion qui était président de la Chambre de développement économique cette pendant de nombreuses années, qui a invité les entreprises à aller à l'extérieur. Le défi qu'on a actuellement, et ça, je pense que c'est que nos entreprises deviennent compétitifs à l'extérieur de la communauté. Et même à l'intérieur de la communauté, il y a un processus d'appel d'offres à l'intérieur de la communauté. Il faut être compétitif dans le contexte actuel au niveau économique. Ils doivent être compétitifs. Est-ce que le fameux centre de formation là, qui est en construction du côté de Uashat, est-ce que ça va donner le coup de pouce ou l'outil supplémentaire pour rendre les entreprises de Uashat-Maliotenam compétitives? C'est un outil comme un autre, le centre de formation, parce que bon, c'est une très bonne nouvelle pour la communauté, puis pas juste pour la communauté de Uashat-Maliotenam, ça va devenir un centre régional, mais dans une discussion récemment avec la directrice de l'éducation à Inuit-Ojibwe Uashat-Maliotenam, j'apprenais qu'il y a 200 étudiants de la communauté qui sont au post-secondaire, collégial, universitaire. Wow. Il faut quelque chose pour ces jeunes-là qui s'en viennent, parce que le défi qu'on a, c'est que l'emploi dans la communauté, ça devient saturé. Le conseil de bande peut engager autant de personnes qu'il en a de besoin, mais à un moment donné, tu peux pas avoir 7 avocats. Vous avez une population jeune, d'ailleurs. Il y a une population jeune, puis ça s'en vient, ces jeunes-là s'en viennent, fait qu'il faut trouver des opportunités d'emploi pour ces gens-là. De là, le défi, c'est de commencer à prendre notre place à l'extérieur de la communauté, puis le défi de maintenir une compétitivité. Autrement, on ne pourra pas survivre à l'extérieur. Mais maintenant, c'est ça. Il faut prendre notre place aussi à l'extérieur de la communauté. Vous avez d'ailleurs discuté des relations avec la communauté de cette île hier. Ça va faire partie aussi, là, dans le fond, des Inuits à l'emploi de Champion, d'Alouette, éventuellement de Rio Tinto, de Tatasti, la Shefferville. C'est ce qu'on souhaite aussi, quoi. Mais un outil important dans ce cadre-là, c'est que
le conseil Inuit-Wagon a signé des ententes avec plusieurs compagnies qui minières. comprend des emplois pour votre monde. ArcelorMittal, il y a une entente avec ArcelorMittal, il y a une entente avec Tata Steel, il y a une entente avec Labrador Iron Mines, on a des ententes avec les compagnies. Et bon, aussi, je les ai rencontrés récemment aussi, ils sont intéressés à en engager. Fait que nos jeunes doivent sortir de la communauté. Nous, on est une main-d'œuvre qui s'en vient. Les populations des Premières Nations, ce sont des populations jeunes, contrairement aux Québécois en général. Et ces jeunes-là s'en viennent, ça va être une force bientôt au niveau de la main-d'œuvre, parce que dans plusieurs industries, les travailleurs vont prendre leur retraite. Ouais. Où est-ce qu'on va trouver des travailleurs? Ben nous, on en a. De là, le centre de formation, essayer de placer nos gens dans de l'industrie qui vont être formés. C'est important. Oui. Et je voyais aussi dans le document là qui a été préparé pour le forum, ton texte à toi, où tu parles de 53,3% de chômage quand même. Là, ça justifiait un forum. Est-ce que c'est réparti sur toutes les générations ou si les jeunes ils vont vouloir travailler là quand même là. Il va y avoir un mode de vie différent la jeune génération puis celle peut-être ton âge ou plus âgé là. Mais c'est clair, l'emploi. Puis hier justement en ouverture, on avait une jeune qui est venue faire une présentation puis qui parlait des indicateurs pour le mieux-être et elle a soulevé ça. Je suis allé voir directement sur Internet puis j'ai regardé les indicateurs pour le mieux-être de l'OCDE, l'emploi, l'éducation, la santé. À partir du moment où une société, les membres de la société travaillent, à partir du moment où les gens travaillent, on est en meilleure condition. Ça va mieux. Il y a des problèmes sociaux dans la communauté, on l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Il y a un rapport du coroner. Le taux de suicide dans la communauté est trop élevé. Pourquoi? Ça va pas si bien que ça dans la communauté. Il faut mettre les gens à l'emploi. Il faut trouver des solutions. Il faut mettre les gens à l'emploi. À partir du moment où les gens travaillent, les gens développent une fierté de subvenir aux besoins de la famille. Et puis il y a plusieurs, un peu tout le monde l'a dit depuis hier, puis depuis des discussions que j'ai avec les membres du conseil, le développement économique. Il y a une interrelation importante avec le développement social. À partir du moment où les gens sont bien, travaillent, ça va s'améliorer au niveau social. Et ça, c'est le défi important de la communauté parce que quand je regarde le profil de la main-d'œuvre de 2014, la moitié de la population qui est en âge de travailler travaille pas. Oh, OK. Ben, ça conclut bien, je trouve, le lien entre le développement économique et le développement social. Il y a la cohabitation aussi à travers tout ça. Il y a rien de facile, hein. Il y a beaucoup de pain sur la planche pour la Société de développement économique d'Ouachette-Maliotenam. Puis pour conclure, effectivement, oui, puis la collaboration est très bonne parce que Développement économique Sept-Îles et nous, on collabore régulièrement, on fait des rencontres avec des promoteurs et puis ça va très bien à ce niveau-là. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Génial. Et cet après-midi, il va rester peut-être à définir quelques axes prioritaires là pour l'avenir, pour les emplois à venir dans la communauté et pour les membres de la communauté. Ken Rock, directeur de la Société de développement économique de Ouachette-Maliotenam, un gros merci pour ton passage ce midi à notre émission. Merci. Attitude. Les invités de nos émissions sont accueillis dans le salon VIP Resto Bar L'Ambiance. Le Resto Bar L'Ambiance, l'endroit idéal pour bien manger dans une ambiance décontractée. Ouais, ben c'est ça, là, je suis en train de m'acheter une maison, mais je sais pas où aller pour avoir le meilleur taux hypothécaire. Ah ben moi, je connais le meilleur courtier hypothécaire en ville. J'ai refinancé ma maison avec Jérémy Gagnon Multiprêt. C'est pas compliqué. Avec lui, tu te trompes pas. Un service personnalisé, adapté à ta disponibilité, avec plus de 20 prêteurs et aussi 200 produits et services. En plus, il prend le temps de bien t'expliquer. En tout cas, moi, je te le recommande. Ben, je vais suivre ton conseil. Jérémy Gagnon. Venez me rencontrer au 500 avenue Brochu, coin Perdivet, ou contactez-moi au 88 409 6954. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C avenue Brochu, 88 962 6916. Avec notre expert Guy Duchesne, on va faire quelques rappels. La saison du printemps, on se préoccupe beaucoup de nos assurances. Souvent, c'est le renouvellement. Bonjour Guy Duchesne. Allô Jean. Alors, quelques rappels, justement, quand on dit que c'est le renouvellement au printemps, souvent on a tendance à avoir confiance aux gens avec qui on fait affaire depuis quelques années, mais on veut aussi, on est curieux, puis on va vers les soumissions, là. Est-ce que c'est une bonne chose, oui, j'imagine, hein, de vérifier par soumission quel peut être le meilleur deal pour nos assurances? Ah, mais c'est toujours correct. Les gens ont une multitude aujourd'hui, ont une multitude de possibilités de demander des soumissions rapides ou moins rapides pour vérifier leur protection et leur tarification. Comme on l'a déjà dit, il faut faire attention. Il n'y a pas seulement que la tarification, mais les protections sont très importantes. Mais je voulais amener un point qu'on voit dernièrement dans certains dossiers. Qu'est-ce qui est important de
mentionner ou de déclarer lorsqu'on fait une demande de soumission à un nouvel assureur. Oui. C'est important de mentionner, premièrement, toute information pertinente, même si la question n'est pas posée. Ça, c'est les jurisprudences ont donné raison aux assureurs, même s'ils n'avaient pas posé les questions et que l'information était importante dans le choix d'assurer ou dans la tarification. Si le client ne l'avait pas mentionné, même si la question ne lui avait pas été posée, le client a été perdu parce que c'est une information qu'il doit mentionner. Donc, oui, on doit, en tant que courtier d'assurance ou qu'assureur, on doit poser des questions pour bien connaître le client, bien le conseiller, mais s'il y a une question qui est omise par erreur et que c'est une information importante, le client doit le mentionner quand même. Bon. Donc, on parle de toutes les réclamations également. Des fois, les clients, s'ils n'étaient pas responsables de la réclamation ou s'ils ont rapporté une réclamation, mais finalement, l'assureur n'a pas payé parce qu'il n'était pas, encore là, il n'était pas responsable dans le cas des assurances d'entreprise, principalement en commercial, qu'on voit plus ça. Des fois, il y a une réclamation en responsabilité qui peut durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. L'assureur peut-être n'a pas encore payé ou le dossier est encore ouvert. Il y a encore des réserves. Ça ne veut pas dire que l'assureur va payer, mais c'est des dossiers qu'il faut quand même aviser. Lorsqu'on fait une demande de soumission à un nouvel assureur, il faut mentionner ces dossiers-là. Il faut indiquer à l'assureur qu'on a eu 2 réclamations non responsables en automobile ou qu'il y a un dossier qui est ouvert encore chez l'assureur et que présentement, on ne pense pas qu'on est responsable, mais il y a un dossier qui est ouvert, il y a des réserves qui sont ouvertes dans le dossier de l'assureur. Donc, c'est important de les mentionner parce que le nouvel assureur va faire sa tarification en fonction de ces informations-là. Si, éventuellement, vous prenez la nouvelle soumission de l'assureur, vous êtes assuré là qu'il arrive une autre réclamation et qu'il apprend que vous aviez des dossiers non mentionnés, vous pourriez être très pénalisé, soit que le contrat pourrait être tout simplement annulé ou il pourrait payer la nouvelle réclamation dans le pourcentage, faire une règle de 3 en fonction de la prime qu'il vous a chargé versus qu'est-ce qu'il aurait dû vous charger s'il y avait eu la bonne information. Et dans certains cas, ça peut occasionner des pénalités très, très importantes pour le client. Oui, donc c'est jamais souhaitable d'essayer de tricher, là. À quelque part, c'est enregistré tout ça, hein. Ça va finir par se savoir. Ben, ça se finit par se savoir parce qu'il y a des moyens pour le savoir. Il y a le fichier central automobile qui tient un registre de toutes les réclamations automobiles. Et dans les réclamations en biens, pour les bâtiments, la responsabilité civile, ben, les assureurs ont quand même, il n'y a pas de fichier central, mais ils ont beaucoup d'informations là, sur les dossiers. Ouais. Donc, ça finit par se savoir. Donc, c'est important pour le client. Je l'ai vécu dernièrement aussi où j'avais un client qui a fait des demandes de soumission hier, m'arrive et dit « T'es bien trop cher, ça n'a pas de bon sens, ta soumission est beaucoup plus élevée que ce que je viens d'avoir. » Mais c'était carrément ça. Il y avait 2 dossiers de réclamation qui étaient ouverts, qui n'avaient pas indiqué. Lorsqu'il l'a mentionné, eh bien, la tarification était semblable à ce que nous savions. Oui. C'est les mêmes lois, Guy, quand on parle d'assurance automobile ou d'habitation, là, les formulaires, les soumissions, ça marche de la même façon, hein? Oui, c'est certain que dépendamment du risque, quand on parle d'assurance d'entreprise, des fois, il va y avoir beaucoup plus de questions à poser, dépendamment de la nature des activités de l'entreprise. Mais de base, là, les informations générales pour, entre autres, les réclamations, peu importe la catégorie d'assurance, faut l'indiquer. Oui. Les réclamations, justement, on a parlé des déductibles, puis des petites réclamations la dernière fois dans cette chronique, mais lorsque c'est automatique, on passe par son agent pour faire une réclamation ou on va sur Internet sur des formulaires, là? Il y a différentes options, Jean. Lorsque les réclamations arrivent les fins de semaine, par exemple, ou en dehors des heures d'ouverture, on peut directement, dans la plupart des cas, appeler son assureur qui a un numéro 24 heures dans la plupart des assureurs maintenant pour pouvoir apporter une réclamation. On peut également, si c'est pas urgent, attendre les heures d'ouverture du bureau puis nous contacter directement. Je voulais apporter également un point pour clarifier. On se fait encore souvent poser la question sur la responsabilité en assurance automobile au Québec. Au Québec, depuis la fin des années 70, il existe une convention qu'on appelle la Convention d'indemnisation directe qui fait en sorte que lorsqu'il y a un accident de 2 véhicules au Québec, le recours, il n'y a pas de poursuite entre les parties. Donc, même si on n'est pas responsable, c'est toujours notre propre assureur qui paye la réclamation. Les gens ne le comprennent pas tout le temps et la responsabilité est établie selon des barèmes qui ont été identifiés dans la Convention. Donc, par exemple, le barème numéro 1, si on frappe le véhicule en avant de nous, en arrière, à l'arrière du véhicule en avant de nous, ben, on est automatiquement responsable. Donc, on est supposé d'être capable de s'arrêter à temps pour pas frapper le véhicule en avant. Donc, il y a un accident comme ça au Québec, on réclame à notre assureur. Si nous sommes responsables de l'accident, on est payé en fonction du chapitre B, qu'on appelle le chapitre collision. Et si on n'est pas responsable de l'accident, c'est notre chapitre A, là, qu'on appelle dans le courant pour autrui, qui est une mauvaise expression qu'on devrait plus utiliser, mais qui est encore beaucoup utilisée. Donc, c'est ce chapitre-là qui va payer la réclamation, toujours payé par notre assureur, mais à ce moment-là, il n'appliquera pas de franchise compte tenu qu'on n'est pas responsable de l'accident. Et il n'y a pas de recours entre les assureurs. Les
assureurs ne se poursuivent pas. Donc, c'est toujours notre assureur qui paye, ce qui fait en sorte, dans certains cas, que ça peut arriver qu'il y ait une augmentation de tarification sur votre dossier, même si vous avez un accident non responsable. Normalement, un accident non responsable ne change rien, mais une personne qui serait badlockée et qui arrive avec 2, 3 accidents, 4 accidents non responsables dans une courte période pourrait effectivement être pénalisé par son assureur, compte tenu que c'est toujours son assureur qui paye les dommages. C'est pas vraiment négociable, hein, quand on fait des soumissions ou qu'on va voir notre assureur, là, y a pas nécessairement une marge de manœuvre. On peut discuter, mais vous autres, vous avez pas le contrôle sur le prix ou c'est ce qui va arriver. Nous, effectivement, ce n'est pas nous qui faisons la tarification. Nous, on représente plusieurs assureurs, donc on fait affaire avec différents assureurs qui nous offrent des produits qui se ressemblent d'un assureur à l'autre, mais certains ont plus d'appétit pour tel genre de risque, tel genre de véhicule ou tel genre d'entreprise. Donc, on se promène d'un assureur à l'autre de cette façon-là pour aller chercher la meilleure protection et la meilleure tarification. On peut toujours négocier différemment de dossiers avec les assureurs. Ça devient du cas par cas, mais effectivement, il y a une tarification de base qui est établie là, pour la grande majorité. Il reste que c'est toujours très avantageux de faire affaire avec un conseiller qui est là pour nous, puis qui regarde notre dossier, puis qui nous suggère la bonne chose à faire, finalement. Ben, il faut toujours faire attention aux protections. C'est là-dessus qu'on frappe le clou, comme on dit. Donc, l'important, c'est d'être bien assuré, bien couvert pour le jour où on a une réclamation pour avoir de mauvaises surprises. Eh bien, Guy Duchesne, expert en assurance de chez Accès Conseil. Un gros merci pour cette chronique encore aujourd'hui. Merci, Jean. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Et ça complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce mardi 6 juin 2017. À surveiller aujourd'hui, une rencontre ce soir à Sept-Îles, c'est public pour tout le monde, au Cégep, à l'auditorium du Cégep, une rencontre sur le suivi du Forum citoyen d'avril 2016. Aujourd'hui, c'est la ville de Port-Cartier qui annonçait qu'elle allait réaliser une démarche de Forum citoyen également. Vous pouvez aller sur le site Internet de la ville. On a un lien vers plein d'informations sur ce futur forum. Et il y a également une porte ouverte au Centre Amitié Autochtone de cette île. Grosse journée. Tommy Auger, un gros merci pour la co-animation. Ça fait toujours plaisir. Côte-Nord Attitude jeudi. Yes. Demain, c'est Valérie Dionne qui co-anime l'émission avec moi. Au revoir tout le monde.